C'est parti pour mes meilleures années avec Gilles Charles. Et Gilles, cette semaine, allez, on va le dire, un monument de la chanson d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous parlez de moi pour le monument ou pour l'invité ? Non, pour l'invité. Ah, par contre, pardon, je croyais que c'était moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la toute dernière de cette saison pour mes meilleures années. La première saison qui s'achève, je fais un petit rappel, on avait débarré début septembre avec Jérôme Stagnard. On lui fait un clin d'œil et pour finir en beauté cette première année, on reçoit un chanteur qui est né à Givors, il me semble, c'est Yves Matra. Yves Matra, bonjour. Bonjour à vous. Alors je voulais demander tout à l'heure, avant de commencer, et puis j'avais envie de sourire, est-ce que les gens de Givors, on les appelle les Givoiriens ? On les appelle, on peut les appeler les Givoiriens. Il arrive que effectivement ce soit cette appellation-là qui nous soit donnée. Mais Givors est devenu le creuset pour les Givordins et les Givordines. En descendant les bords du Rhône, on aperçoit un vieux clocher. Cité gauloise, illustres hôtes sont de célèbres mariniers. Givors-Canal, la capitale, les Givordins sont des malins. Givors-Canal, c'est la deuxième station de la gare, hein. Ah, tout à fait. Les Givordines ont taille fine. Les Givordins sont des malins. Alors je vois que Yves Matra, vous êtes en forme. Ça va bien. Moi je voulais faire une dernière note d'humour, ça sera peut-être pas la seule dans l'émission, mais pour les Stéphanois, quand on arrive à Givors, on dit pas les Givordiens ou les Givoriens, on dit putain merde, c'est tout bouché. Sur l'autoroute. Ah ouais, mais là, une fois encore, ça n'est pas du tout le tort des Givordins. Tout à fait. Eh oui, c'est le raccordement qu'il y a le plus tard avec la 7, c'est là où ça bouge. Bon, allez, on va arrêter notre point circulation. Pourquoi ? Parce que ça intéresse personne. Vous êtes là pour parler chansons, musique. Oui, mais bon, circulation, c'est aussi la circulation des mots, la circulation du sang. du sang. Parce qu'on y reviendra aussi dans l'émission, vous allez voir pourquoi. Oui, mais volontiers. Mais c'est la circulation des flux, la circulation des émotions, la circulation des notes, etc. etc. Chanson, circulation, déjà, il y a quasiment comme une rime que l'on pourrait entendre. Alors Yves Matra, je vois que vous êtes en forme. Moi j'ai envie de savoir, première question, quel est votre parcours ? Alors vous êtes chanteur, mais comment ça s'est passé ? Vous êtes à l'école déjà, vous avez pris la guitare, vous aviez envie de faire des vers, vous aviez envie de chanter, vous aviez envie de vous exprimer. Tout à fait. Dites-nous un peu votre parcours. Eh bien, ça a commencé, j'étais tout petit, quand je me tenais mal sur le banc de la maternelle. Madame... Ça a commencé petit alors, hein ? Ah oui, tout petit. Madame Bouzon, pour me calmer, disait on va demander à Yves Matra de nous chanter une chanson. Et je me mettais debout sur le banc de l'école et puis je leur chantais une chanson. Et vous chantiez quoi à l'époque, vous vous en souvenez ? Je chantais des petites choses que j'aimerais avoir un bon point. Un bon point qui est dans ma main. Vous chantiez pas à la Clairefontaine déjà ? Je chantais à la Clairefontaine, pas celle que ensuite j'ai pu transformer et d'en faire un reggae, mais je chantais l'histoire de cet ami qui s'en est allé et sur laquelle je pleure, quoi. Et dans votre parcours, alors, ça se passe comment ? C'est arrivé à l'adolescence, on commence à composer, on commence à s'exprimer, on commence à voir des gens pour faire un groupe. Comment ça se passe dans votre parcours ? Expliquez-nous un peu tout ce cheminement. Là, en fait, mon parcours, il démarre du moment où je rencontre, par l'intermédiaire d'une émission de Resnais à la télévision, je rencontre une vidéo des Stones qui présente Jumpin' Jack Flash. Et quand je vois l'extravagance avec laquelle ils peuvent venir devant un public, à ce moment-là, d'une certaine manière, je m'identifie et je me dis, tiens, j'aimerais vraiment non seulement chanter sur le banc de l'école, mais aller devant des publics et puis trouver le moyen d'écrire mes chansons et de les jouer et puis de les chanter. Voilà comment se fait le passage de ce qui était un plaisir
à ce qui va devenir Un métier. le souhait d'en faire mon métier. Et c'est quoi qui vous avait séduit à l'époque, l'extravagance ou la musique? Les deux. Les deux. Les deux. La violence, L'énergie peut-être, non? l'énergie, la violence dans cette énergie, le fait qu'il est possible de se grimer, le fait qu'il est possible de porter comme un bonnet phrygien. Jouer un personnage un peu, non? Oui, 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 oui. J'avais déjà fait un peu de théâtre en amateur, et là, j'ai vu des gens qui non seulement proclamaient une chanson, mais en même temps semblaient l'être. La vivait, l'interprétait. Voilà. L'interpréterait pas seulement avec la voix, mais avec la gestuelle. Ah, voilà. Tout à fait. Et c'était un rock'n'roll. Ouais. Parce que j'avais vu des gens comme ça qui, eux, déjà, lorsqu'ils interprétaient, ils étaient la chanson. J'avais vu Brel à la télévision. J'avais vu Ferré à la télévision. En particulier Brel, être autant l'acteur de sa chanson qu'il en était l'interprète. Ça ne faisait qu'un seul et même personnage. Et ce sont des gens qui m'ont construit pour avoir le plaisir d'être soit devant la scène, soit ce que je suis ici dans votre studio, c'est-à-dire votre interlocuteur. Très bien. Donc un peu de théâtre en amateur, un peu de chanson, et puis ça démarre comment un peu ce côté, on passe du côté amateur au côté un peu plus professionnel? C'est quelqu'un qui a envie d'être dans le métier et qui nous trouve, qui me rencontre, qui pense qu'il y a du potentiel, comme on dit, et il me fait rencontrer un journaliste de Best, qui était une revue. Je m'en souviens. Voilà. Et ce journaliste de Best, il se trouve qu'il est également employé dans une maison de disques, et les chansons qu'il écoute, les personnes qu'il rencontre lui plaisent. Il nous présente à son patron et nous signons chez ce label. On est en quelle année là? On est du côté des années, ça va faire une 40aine d'années l'année prochaine. Donc on peut dire que c'était hier alors. Hein. Ah, c'est ça. et donc c'était déjà le groupe Factory? À l'époque, oui, c'était le groupe Factory. Donc on est combien là pour Factory? 5. 5. On s'est connus comment? C'est des amis d'enfance, c'est des petites annonces, c'est des rencontres. Là aussi, comment ça s'est passé cette formation? Comment elle est née? Comment on se met ensemble pour faire de la musique? Eh bien, c'est le personnage qui a pensé qu'il y avait un potentiel chez moi. C'est lui qui connaissait un certain nombre de musiciens. Donc à la base, vous êtes tout seul et on vous réunit finalement. Voilà. Ouais, oui. Et ça se passe bien tout de suite ou alors il faut du temps. ouais, on prend l'apéro un petit peu pour Oui. voir s'il y a des anicroches ou pas? Oui, oui, il faut du temps pour se connaître. Mais quand même, Givors, c'est pas non plus une grande ville. Et par conséquent... Ah, il y a une beaucoup plus grande ville à côté qui est Saint-Étienne, bien sûr. oui, et puis, cela va de soi. Ça va de soi. Et Il y a un petit village, je crois, à côté, hein, c'est Lyon, il me semble. Hein. on peut aussi... Non, mais si... Non, les j'arrête de les charrier parce qu'à force, ils vont me taper dessus la prochaine fois que Qui je vais aller à ça? Lyon. Les Lyonnais. Oh. Ah non, ils vous aiment bien. Les Croix-Roussiens, en tout cas, vous aiment bien. Ouais. Voilà, les Croix-Roussiens vous connaissent, et les Croix-Roussiens vous aiment bien, et les Croix-Roussiens vous saluent. Quand vous dites s'ils me connaissent, vous parlez de moi? Ils connaissent ce que vous faites avec cette radio. Ah, mais c'est gentil ça. Oui, j'ai tout de même quelques amis qui sont Croix-Roussiens et qui savaient que cet après-midi, je venais chez Loire FM. Alors la Croix-Rousse, puisque vous en parlez Yves, Oui. que de souvenirs pour moi. Il y avait un théâtre, un petit café-théâtre qui s'appelait l'Accessoire. Oui. Et juste au-dessus, il y avait l'Accessoire d'en face, avec des spectacles à chaque fois. On y a passé des moments extraordinaires. La question, c'est est-ce que tu as emballé là-bas? Non. Non, parce que les souvenirs, moi, c'est toujours comme... c'est des références, je sais pas pourquoi. C'est dans votre rapport à vous deux ou alors... Non, c'est des blagues. Hein. C'est des blagues. Voilà. Non, j'ai jamais emballé Gilles, hein, heureusement.
Pourtant, on aurait pu, on était jeunes et beaux, il y a fort longtemps. Vous connaissiez? Et oui, on a démarré ensemble sur Memory FM à la Dame Blanche. On fait un petit coucou au passé. C'était dans les années 80, c'était dans genre 86 à peu près. Ok. Philippe, à l'époque, je vais dire tous les secrets, il s'appelait Jean-Philippe Lafont à la radio. Il faisait les samedis et les dimanches après-midi. Mais là, si tu me dis Jean-Philippe Lafont, si vous me dites Jean-Philippe Lafont, ça effectivement c'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, parce qu'il avait dû Mais s'inspirer non, d'Europe 1, de Jean-Loup Lafont, non? Non, Ah. du tout. Jean-Philippe Lafont, il existe pour de vrai, et c'est un metteur en scène, je crois, de D'accord. théâtre. C'est peut-être pour ça. Il a Oui. écrit pas mal de pièces. Ouais, ok. Alors Ok. on a fait un retour vers le passé. Allez, on reprend le fil de notre rendez-vous dans mes meilleures années. De toute façon, la mission s'appelle Mes meilleures années. Donc, Mes meilleures années, on parle que des bons souvenirs. Hein. Ouais. Et donc, vous démarrez ce groupe Factory. Et ça se passe comment alors au début? On vous propose des chansons, si j'ai bien compris. Non, ben, c'est pas qu'on me. Je vais proposer très vite Ouais. des chansons. C'est-à-dire qu'avec un des membres du groupe, nous allons mettre au monde une chanson qui va plaire à un patron de disques, de boîte de disques, et de fait, il a envie d'enregistrer cette chanson en pariant sur le fait qu'elle sera un succès. Au-delà de... On est en quelle année là? Toujours pareil, ça va faire une quarantaine d'années. Ouais, on est dans les années 70. alors. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un label national? Oui, c'est un label national qui s'appelle Sésame Cobra, qui est tenu par un gars qui s'appelle Frédéric Lebowitz. Et c'est avec Frédéric que j'ai fait tout le début de la carrière, jusqu'au moment où il a envoyé Factory chez Pathé Marconi, parce qu'il pensait qu'on serait davantage défendu et que nous aurions davantage de promotion en passant de sa boîte à Pathé Marconi. Parce qu'à l'époque, c'était aussi quand même difficile d'être diffusé en radio. Il y en avait juste 3 ou 4. Comment ça se passait là aussi pour faire sa promotion? Eh bien là, c'est ce journaliste qui en même temps travaillait chez Best et avait un pied également chez Sésame Cobra. C'est par son intermédiaire que nous avions un certain nombre de radios qui nous étaient ouvertes. RTL, j'ai fait très vite une émission chez RTL. Il y a eu également une émission faite chez Europe 1 avec quelqu'un qui était de la région lyonnaise qui s'appelait Alain Manval. Tout à fait. Mais je crois même qu'il est stéphanois. Et oui, et puis qui était stéphanois, Voilà. vraiment. Et Alain, ça a été un de mes potes, puisqu'il m'avait invité aussi chez Europe 1. Il a fait de la télé lui également, donc il a dû vous inviter à la télé alors. Ah, nous avons fait quelques télévisions. On a fini par Drucker. Ah bah là c'est le summum. Hein. oui. Là c'est. Oui, oui. Est-ce que toutes ces télés à l'époque ça vous permettait de vendre plus de disques ou plus d'entrer dans les spectacles? C'était plus de place dans des spectacles. C'était plus de place dans des petites salles, voire dans des structures moyennes qui pouvaient nous accueillir, plutôt que de vendre du disque. D'autant que j'ai eu le tort de ne pas comprendre immédiatement que l'intérêt et l'important était de m'exprimer en français. Et les premiers disques que je fais avec Factory, le premier 45 tours, puis le premier album, sont des disques qui sont en anglais. Et en fait, c'est grâce à Saint-Étienne, et c'est grâce à Daniel Benoît, alors patron de la comédie de Saint-Étienne, que je me mets à chanter en français. Parce que Benoît veut faire une pièce totalement branchée sur le rock'n'roll. Il demande à Jean-Patrick Manchette, qui est un écrivain à la mode de romans polars, il lui demande d'écrire une pièce qui se situe dans l'univers du rock. Et il veut une formation de la région, mais une formation qui chante en français pour illustrer en réalité
ce qu'est la vie d'un groupe de rock qui habite la zone. Et voilà comment Factory se retrouve à la Comédie de Saint-Étienne pour 3 années, parce que d'une part ici pour une saison, puis après pour une saison à Bordeaux, pour une saison à Lyon, pour une saison entière au Théâtre de Paris à Paris, et revient clore ce tour que nous avons fait avec cette pièce ici à Saint-Étienne, une dernière fois à la Comédie et une autre fois en étant à l'Esplanade. Magnifique. Voilà comment se sont réalisés les tourbillons qui ont permis de vivre cette aventure. Mais du coup, ça a dû vous ouvrir beaucoup de portes alors. Là, ce sont mes oreilles qui n'ont pas... Ça ouvre beaucoup de portes, oui, effectivement. Parce que moi je dis toujours l'enjeu de la vie, finalement, c'est pas l'argent, pour moi, c'est les rencontres. Je pense que vous avez dû faire pendant cette époque-là des rencontres formidables aussi. Oui. Les gens dont je me souviens et qu'il m'est toujours possible de voir, c'est François Berléand, que j'ai rencontré à la Comédie, c'est Hubert Saint-Macary. Quand vous parlez de François Berléand, moi je l'ai croisé quelques minutes il y a 2-3 ans, il m'a dit qu'il était resté 7 ans à la Comédie de Saint-Étienne. Ah oui, parce Il a dit je connais très bien la ville parce que j'y suis resté 7 ans. Oui. Oui. Après les 3 ans où Cache ta joie a tourné, François a été à nouveau embauché par Daniel Bedoin pour jouer dans d'autres pièces que Cache ta joie. Mais parlez-lui-en aujourd'hui. J'ai du mal à arriver jusqu'à lui quand même. Hein. Ah bon, mais là, on pourrait le faire. Ah ben, avec plaisir, parce que j'ai adoré. Vous savez, à Saint-Étienne, j'ai rencontré pas mal de personnes, mais c'est souvent entre 2 portes, et j'ai fait 2 rencontres fabuleuses, justement. C'est François Berléand qui était vraiment quelqu'un de très très gentil et très très abordable, et aussi Robin Renucci qui avait été aussi extraordinaire, d'une gentillesse incroyable. Oui. Mais le problème, moi je l'ai dit souvent à cette antenne et donc je vais le confirmer, le problème c'est pas les artistes, parce que les artistes quand on a la chance de les rencontrer et qu'on peut parler avec eux, ça se passe généralement très très bien, même si au début c'est un peu froid, puis après en déconnant un peu ça se déride, j'allais dire, mais c'est toujours ces intermédiaires qui entre les artistes qui font des barrages et qui font tout un tas de complications, et c'est ces barrages qu'on n'arrive pas à franchir. Mais quand on a l'artiste en face, c'est vrai que souvent c'est très plaisant. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas le premier qui me dise... Vous savez, il y a encore un artiste récemment qui a fait beaucoup de télé, qui était dans la région. Quand j'ai eu la personne qui s'en occupait, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de le faire venir à Loire FM? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, vous avez combien d'auditeurs? Je lui ai dit, je suis incapable de te le dire, mais c'est évident qu'on n'a pas les auditeurs d'une grande station. Il m'a dit, l'artiste, c'est la première chose qu'il va me demander, donc je vais même pas mal lui poser la question. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez, c'est ce contact qui est difficile à avoir. Mais après, quand les gens viennent à la radio, ils sont toujours tous très contents. On a l'exemple, hein, moi j'ai 2 exemples frappants avec Philippe. On a reçu Olivier Lejeune, ça avait été un moment extraordinaire. Et en début de saison, on a eu aussi Monty qui chante la fameuse chanson d'Aller les Verts. C'était un moment extraordinaire. Hein. Mais on a toujours cette difficulté à aller jusqu'à l'artiste. Ah, j'imagine. Le problème souvent le problème des intermédiaires, c'est qu'ils pensent qu'ils sont également des intermédiaires au talent de l'artiste. C'est-à-dire qu'ils sont le complément en termes de talent qui manquerait à l'artiste s'il n'était pas là. Et de fait, ils se grillent. Ils se grillent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas quel est l'espace qui correspondrait à celui qu'ils doivent prendre, occuper et faire valoir, mais ils imaginent qu'ils peuvent être au fond, qu'ils pourraient être quasiment celui qui remplacerait l'artiste s'il advenait que l'artiste ne puisse pas, à un moment T, faire ce qu'il a à faire. Je vous ai coupé tout à l'heure, vous parliez d'autres noms après François Berléand, vous avez parlé d'autres personnes. J'ai connu Hubert Saint-Macary, ouais. J'ai connu Chantal Darget,
qui était l'épouse de Monsieur Bouteiller, qui est un bon patron de théâtre. J'ai connu Weber, j'ai rencontré beaucoup de gens. Darry Cole, Le triporteur. Oui, Le triporteur. oui. et puis, mais en particulier celui avec qui nous avons lié un lien d'amitié qui a duré et qui s'est renforcé avec le temps, ça a été Jacques Higelin. On en reparlera tout à l'heure. Ok, On fait notre première pause musicale. si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette chanson que vous avez choisi de nous diffuser? C'est La guerre des nerfs. Est-ce que c'est une chanson qui est bien dans l'esprit d'aujourd'hui? Je crois que c'est en cela que je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui à la radio. Je pense que, contrairement à ce que l'on peut imaginer, en dépit de tous les moyens de communication, notre espace de liberté va Il se réduit. Hein. Oui, il se réduit. Tout à fait. Hein. On doit faire attention à chaque mot, à chaque geste. Il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Tout à fait. Si on est en Afrique, si on chante avec des Africains, on peut dire des mots. Si on est ici en France, en Europe et en particulier en France, et que l'on dit les mêmes mots, on sera taxé de plein de choses. De plein Et puis de choses. c'est qu'aujourd'hui, on retient que les petites phrases. Donc, quand on découpe une phrase, on a souvent ce problème, c'est quand vous parlez 1 heure et qu'on garde 5 minutes et qu'on coupe, et on hache, forcément. Et puis, on cherche le buzz. Hein. Moi, je le vois souvent. Souvent, ce qui marche sur un article, c'est pas le contenu, c'est le titre. Oui. Donc, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que avant de faire la pause musicale, juste une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Coluche, aujourd'hui, il aurait pu s'exprimer comme il le faisait à l'époque? Moi, je pense que c'est impossible. Eh bien, en tout cas, c'est quelqu'un qui manque. Je pense que c'est quelqu'un qui avait autorité, qui avait assis une autorité importante, et grâce à la popularité qui était la sienne, par conséquent, je crois qu'il outrepasserait quand même, d'une certaine manière, le limité dans lequel on essaie de nous contenir, quoi. Et c'est le propos de la guerre des nerfs. Je veux pas les nerfs, je veux pas la guerre, je veux pas non plus le nerf de la guerre. Je veux toutefois pouvoir dire merde. Eh bien, très bien. Voilà. On écoute. The Big Cactus Classic Rock Radio Show. BCC Rock va vous replonger dans l'ambiance du classic rock des années 70 et de Rock FM des années 80 et 90. Le tout mixé avec toutes les dernières nouveautés de la scène AOR, Melodic Rock et Classic Rock Revival, souvent à découvrir en avant-première. Retrouvez le BCC Rock Radio Show ici même sur Set Radio. BCC Rock. Sur leur FM 100.9 le jeudi à 21h et en rediff. The Big Cactus Classic Rock Radio Show, une émission présentée par Johnny the Piedad. BCC Rock. Mes meilleures années, c'est la deuxième partie. Cette semaine, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous vient de pas très loin, de Givors. C'est Yves Matra. Yves, ça va Matra, Yves? Oui, là, c'est comme tu veux. Il m'arrive toujours de l'être, mais malheureusement, quand il m'arrive de l'être aujourd'hui, c'est parfois de moi-même, parce que le canon et moi, on n'est plus tout à fait du même endroit. Voilà. Alors, on a parlé de beaucoup de choses dans cette première partie. On a parlé du démarrage de votre carrière, de rencontres. Et je crois que dans votre vie, il y a eu quand même une rencontre qui a été hyper importante. Vous avez rencontré, on peut même dire vous avez eu la chance de rencontrer Léo Ferré. Alors, expliquez-moi un peu toute cette aventure. Oui, c'est encore une rencontre qui s'est déroulée ici à Saint-Étienne. Je crois qu'on allait manger dans quelques lieux qui s'appelaient les Colonnes. Tout à fait. Je ne sais pas si je fais de la pub et que c'est pas permis d'en Ça faire. n'existe plus, les colonnes. Mais les Colonnes, Jean Jaurès.
elles existent plus. Palace Jean Jaurès, j'aimais Mm. bien. Et donc, c'est là-bas qu'avec Ferré, que je connaissais d'avant, mais avec qui je n'avais jamais directement échangé et parlé, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Est-ce que c'est impressionnant quand on rencontre un tel monument? Est-ce qu'on est tout timide et on est tout petit par rapport à lui? Oui. Ouais. Oui. C'est même. Il est heureux de s'en rendre compte, quoi. Ouais. Parce que sinon, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, j'ai en toujours soi. cette photo, vous savez, qu'on retrouve partout avec Brassens, Brel et Ferré. Oui. Ces trois monuments, oui. ouais, il n'y a pas plus haut, je crois, hein. Non. Donc ça fait comment quand on est avec lui? C'est- On lui dit bonjour, on est comment? On tremble? On fait comment quand on est devant on lui? était en face l'un de l'autre au restaurant, ce qui fait que il m'a très vite mis à l'aise par Ouais. rapport à son épouse, qui elle était à côté de moi et qui avait tendance à le protéger de telle manière est-ce qu'il C'était un rempart. voilà. Et lui Léo m'a fait signe, n'y fais pas gaffe, quoi. On a échangé au niveau de ce qui nous porte. Ce qui nous rapproche? Oui, de ce qui nous rapporte. Allons-y, ça, voilà. Là, ce sont des mots de Matra hein, maintenant que je suis en train d'employer. Exactement les termes de Ferré, je pourrais pas vous les dire. Ah oui, bien évidemment. Ouais. Et il vous dit quoi justement? Alors, il vous parlez de quoi quand vous le rencontrez? De musique, de chansons, d'autres choses? On est au restaurant, est-ce qu'on parle de cuisine? Est-ce qu'on parle d'autres sujets? Non. On est à Saint-Étienne, est-ce non. qu'on parle d'autres choses? Non. Que la chanson, c'est un art qui te permet toujours de marcher sur le trottoir d'en face. Belle expression. Oui. Hein, c'est d'aller voir sur le trottoir d'en face et de voir comment, à partir du trottoir d'en face, comment se tient le monde où tu pensais et auquel tu appartiens, mais tu le vois qu'en étant sur le trottoir. Si tu vas sur le trottoir d'en face, tu prends une distance qui, d'une part, te fait du bien, et puis en même temps te permet d'avoir un œil peut-être plus avisé sur qui tu es et aussi sur le monde avec lequel tu vis ta vie. Voilà. Et justement, avec Léo Ferré, est-ce que vous partagiez un peu cette même vision? Est-ce que vous étiez un peu, j'allais dire, dans le même horizon, dans le même chemin? Ah ben Léo, je le connaissais pour l'affiche rouge, Ouais. je le connaissais je le connais toujours pour Dieu est nègre, je le connais depuis pour La mémoire et la mer, je le connais beaucoup pour l'imprégnation qui était la sienne d'être le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas prendre la parole et d'être le porte-parole de lutte contre toute forme de soumission. Assurément, c'était quelqu'un qui donnait sa voix et son engagement et sa chanson et pour essayer de se soustraire le plus possible à toute forme de soumission. Et c'est en cela qu'il a rejoint tous les poètes et qu'il a chanté beaucoup de poètes. Parce que je crois que une des vertus de la poésie, c'est d'être naturellement insoumise. À part à propres règles qu'elle se donne, mais c'est d'être naturellement insoumise. Par ailleurs, Léo avait également un très grand, on dirait un réseau aujourd'hui, mais il connaissait beaucoup de gens, il connaissait Brel, il connaissait Brassens, mais il connaissait également Caussimon. Avec lui, ils avaient travaillé, mais des potes qui travaillent, qui engagent leur chemin à réaliser une chanson ou plusieurs chansons, et avec Jean-René Caussimon, qui était quand même également une bravitude
comme dirait quelqu'un, sur la colline de Montmartre, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est des époques qui sont révolues ou alors finalement les époques elles se confondent et ce qu'on a vécu il y a 50 ans ça revient aujourd'hui, c'est un peu toujours les mêmes combats. Est-ce qu'on peut dire que ce que faisait Ferré à l'époque avec sa poésie et son engagement, est-ce qu'aujourd'hui on peut pas dire qu'on le retrouve un peu dans des chanteurs de rap, dans des formes d'expression un peu qui sont différentes mais qui finalement ont un peu ces messages-là? Certainement. Je connais pas je connais pas tout le répertoire du rap. Je sais que il m'arrive de slammer en début de concert sur des textes que j'ai pu écrire ou d'autres que je connais, mais ça n'est pas un univers musical dont je peux parler facilement parce que je ne le connais pas suffisamment. Cependant, je crois que ce sont des gens qui sont, à travers ce que j'ai pu entendre d'eux, ils sont dans la revendication. C'est sûr. Pour revenir à Ferré, vous avez sorti un album qui s'appelle T-Rock Coco. Vous chantez Ferré. C'est un spectacle ou c'est seulement un album? Comment ça s'est fait? J'ai envie de vous demander. Et quel est le chemin de ce disque, de ce voyage avec Ferré? Eh bien, c'est quelqu'un qui avait entendu des chansons de Matra et des chansons de Factory. J'avais déjà travaillé avec des ADIM, c'est-à-dire avec ces associations culturelles qui sont sur chaque département. Et le responsable de l'ADIM Drôme, ayant pris contact avec le responsable de l'ADIM Loire, est venu me rencontrer et m'a dit on veut faire quelque chose autour de Léo Ferré avec l'orchestre national de l'école de musique de Valence. Voilà. Et je pense que vous êtes la personne qui peut interpréter Ferré tout en étant vous-même et tout en respectant également le propos qui est celui de Léo dans ses chansons. Est-ce que vous acceptez un tel pari? Ça m'a plu. Je suis allé vivre à Valence. Nous avons travaillé à ce spectacle. Et puis derrière, eh bien, j'ai exploité le résultat de ce spectacle en transformant le spectacle de Léo, au lieu de l'interpréter seulement avec un orchestre symphonique, je l'ai interprété seulement avec un piano et une contrebasse. Et au lieu d'ouvrir seulement aux interprétations de Léo Ferré, j'ouvre également à des interprétations de Brel et à des interprétations de Brassens. C'est-à-dire que j'essaie de recréer dans mon spectacle cette fameuse tablée qui avait été réunie par Christiani, sur Europe 1, je crois, ou France Inter. C'est une des deux antennes, hein, et où ils étaient tous les trois en train de parler. Bien, je le fais à travers un spectacle. Donc vous essayez de recréer cette atmosphère. Oui, ils causent de femmes. De ce point de vue-là, chacun a son point de vue et quelque part peut pousser sa chanson. Il parle des bourgeois et de ce point de vue-là, chacun entend ce qu'il entend quand il entend le mot bourgeois. Pour Brel, c'est quand on n'a plus peur. Quand on n'a plus peur, ça y est, c'est là qu'on devient bourgeois. On sent bourgeoise, on dit. Hein. Oui, mais ça va bien. C'est peut-être lié au confort. On prend du gras, on prend... Ah oui, on prend le fait qu'on n'a plus peur. Ouais. Et que du coup, on ne conteste plus rien en même temps. Ou alors... Est-ce que la contestation, c'est pas dû à la jeunesse, que plus on vieillit et moins on a envie de contester? Je crois pas. Non, je crois pas. Je pense que, de mon point de vue, peut-être que là encore, ça n'est que le point de vue de quelqu'un à cet instant de la vie de cette société, mais je pense que
ce sont pas les gens très jeunes et jeunes aujourd'hui qui me paraissent être dans la contestation. Je les trouve au contraire magnifiquement bien embrigadés de telle manière à vivre de la consommation dont on leur dit que c'est de cette façon-là que ce monde peut tourner rond et peut tourner d'aplomb. Et Oui, mais comme ce monde-là, il tourne trop vite, on va l'abîmer. Parce que quand on consomme 2 fois la planète dans une année, on va un peu trop vite, à mon avis. c'est ce Non. que... Oui, mais c'est en même temps ce que l'on appelle le progrès. Oui, mais le progrès, il ne vaut que s'il est partagé par tous. Quand il n'y a qu'une partie de la population mondiale qui en profite, je vois pas où est le progrès. Ah là... Non. Ouais, mais je vous le fais pas dire. Non, quoi. non, mais voilà, c'est une Ben réflexion. non, Hein. non. Moi, le but, c'est que tout le monde soit heureux, finalement, Oui, mais au-delà alors- de tout. Et s'il y en a que certains qui sont heureux et rendent les autres malheureux pour être heureux, c'est un débat philosophique, non? Non, mais alors là, une chose est certaine, c'est que la route est longue. Il arrive même parfois que je me demande si elle existe. Lorsque l'on voit ce qui s'est produit dans le siècle dernier et que l'on voit ce qui également se produit ici ou là dans le siècle présent, je me demande si cette route-là, où tout le monde, la terre entière, aurait avec tous ses habitants, aurait cette conscience et s'exercerait à vivre plus d'égalité, je me demande si ce chemin-là est autre chose qu'un combat. Je me demande, franchement... Non, mais c'est tout des questions que l'on se pose, parce que peut-être on a la chance aussi d'être bien, d'être un peu embourgeoisé quand même. On est quand même un peu embourgeoisé en France, même si on veut pas le dire. Même si on ne veut pas le dire. Voilà. Et vous Mais- savez, et toutes ces réflexions, c'est vrai que c'est très intéressant, parce que j'en ai parlé récemment, parce que ça m'a vraiment choqué. J'ai regardé un film qui s'appelle The Bird of Nation. Ça parle de l'esclavage aux États-Unis. Et bien pendant 2 heures, j'ai eu honte, mais vraiment, j'ai eu honte d'être blanc. J'étais dans mon canapé, j'avais vraiment honte d'être blanc. Et je me posais la question, je me disais, mais comment des êtres humains ont pu faire ça à d'autres êtres humains? Alors qu'en plus, ils maltraitaient ces gens-là, alors qu'ils traitaient bien leurs chiens à côté, avec une Bible dans la main. Je me suis dit, il y a quand même, on est quand même passé à côté de quelque chose, non? Oui, mais là... bon, Non, mais c'est vrai que c'est la philosophie d'aujourd'hui, quoi. On s'est un peu éloigné de Léo Ferré quand même si on y est resté un petit peu. Non. Quand on voit comment des gens peuvent être entassés dans une même cellule, comment des gens peuvent être compressés les uns contre les autres pour essayer de choper un bateau et finalement sur ce radeau, ils sont engloutis par des flots. Je ne crois pas qu'on soit très loin des réalités dont vous venez de parler. Ouais, ouais. C'est curieux, quoi. On est dans un monde curieux, voilà. Je sais pas, pour pas employer d'autres mots. C'est un monde assez dur à comprendre, finalement. Hein. Et donc, on comprend que finalement, même si Ferré est mort maintenant depuis un certain temps, on a toujours quand même des questions qui nous rongent. Oui. Faut bien croire qu'ils sont morts pour rien. Ils sont morts pour le grand machin qui s'empresse de mettre à l'honneur le sang versé pour son déshonneur. C'est une des dernières chansons que j'ai écrites à propos de deux grands cousins de ma famille qui ont été tous les deux descendus à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils avaient entre 18 et 22 ans, je crois, et ils étaient de la région, ils étaient d'ici. Et c'était donc des gens de famille. Leur sœur a habité longtemps à Saint-Étienne. C'est aussi quelqu'un que j'ai connu. Et donc, tous les deux, qui étaient vraiment aux sorties de l'adolescence, eh bien, ont été bazardés pendant la Première Guerre mondiale. Et je leur ai dédié cette chanson qui s'appelle « Grand Machin ». Faut bien croire qu'ils sont morts pour rien. Toutes les guerres se font pour le grand machin.
Eh bien, ce grand machin, je veux dire, il ne faut pas penser un seul instant qu'il n'est plus de ce monde. Ce grand machin, c'est quand même celui qui, encore aujourd'hui, nous mène et nous dit d'avancer. Et si on n'avance pas suffisamment vite et suffisamment bien, il est quand même à même soit de nous fermer la gueule, soit alors de nous fouetter joliment. Pour revenir au spectacle, on peut le voir encore, ce spectacle. Vous tournez encore avec ce spectacle ? Ah oui, il pourrait être présenté à Saint-Étienne la saison prochaine. Hein. Aujourd'hui, on est le 16 juin. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette émission est rediffusée le jeudi. Donc, elle sera rediffusée jeudi à 18h. C'est en pleine fête de la musique, donc ça tombe bien pour un chanteur. Tout à fait. Et donc, puis, ça me fait plaisir d'être des vôtres en cette journée-là. Et donc, les dates qui viennent, c'est quoi ? Est-ce que vous avez déjà des dates qui sont calées, des choses dans la région ? Est-ce que vous le savez ? Dans la région, je serai à Roanne. Ouais. Je serai à Roanne, mais à la fin de l'été, Ouais. le 31 août prochain. Avant, je serai dans un cabaret sur les pentes de Montmartre et sur la place du Tertre. C'est magnifique tout ça. On va en profiter pour vous écouter une nouvelle fois. Vous chantez donc Ferré. La chanson, c'est Comme House Stand. Pourquoi vous avez choisi qu'on diffuse cette chanson ? Est-ce qu'elle est particulière ? Cette chanson Comme House Stand, c'est un beau voyage. C'est un beau voyage d'émotion et puis c'est la rencontre précisément entre Ferré, poète et musicien, et Jean-René Caussimon, lui aussi poète et musicien. Et de cette belle rencontre, il en est une chanson que Ferré, c'est un tango, hein. On allait dans les chaleurs et Ferré nous raconte à quel point les femmes lui tiennent à cœur. Allez, on part en voyage, on revient juste après pour la dernière On partie. voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête à la première. Moi, je vous dis bravo Yves Matra, parce que vraiment belle interprétation de Ferré. Hein. Ben merci. Non, mais ça vient du fond du cœur. On a l'impression que vous avez vraiment pris le personnage à cœur. Oui, j'aime chanter. Ouais, on le voit, puisque vous chantez même pendant la pause musicale. J'aime chanter, que voulez-vous qu'il en soit autrement. Donc, je peux pas maquiller la chanson, je peux pas ne pas la... Je vais pas la grimer, la rendre méconnaissable, non. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est à la vivre, quoi. Alors moi, je vais revenir sur un épisode de votre vie que vous n'avez peut-être pas envie dont on parle, mais je vais quand même en faire un point, parce qu'on en a parlé avant d'arriver à l'émission. Vous avez eu quelque chose qui est quand même assez rare, c'est que vous avez eu une rupture d'anévrisme. Oui. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qu'on a croisés ou qu'on connaît qui sont morts de ça. Et vous avez eu, on peut dire, c'est un petit miracle. Vous avez été bien soigné, même très bien pris en charge. Et là, vous avez quelqu'un qui est venu vous voir. Déjà, je voulais dire que ça vous avez changé votre optique sur la vie. Je me trompe ? Ah oui, complètement. D'une part sur la vie, puis d'autre part sur ce que j'allais faire de ma vie. Il est sûr que avec cette épreuve-là, j'ai compris qu'il était avant tout absolument indispensable d'être totalement soi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de continuer à chanter, mais en même temps de m'appeler complètement Matra et de ne plus du tout être sous le couvert d'un groupe. Je n'ai jamais refait de groupe. J'ai fait des équipes de gens. Collaboration ? Oui. Oh, pas collaboration, c'est un mot que je crains aussi. Ouais. Ah oui, d'accord, je vois pourquoi. Je vois la connotation de collaboration. Mais j'aime bien le mot. Par contre, j'aime bien le mot équipe. Alors, en même temps, j'ai fait des équipes. Ça fait penser au grand banditisme, au braqueur. J'ai monté une équipe pour aller au braco. Je veux bien. Tu vois, là, c'est pas un problème. Vous voyez quand on disait en première partie, on parlait des mots qu'il fallait pas utiliser. Attention. Vous voyez, moi, pour moi, collaboration, c'était pas du tout dans cet esprit. Je vois tout de suite à quoi vous faites allusion.
Ben non, mais je n'y peux rien. Ouais. Je veux dire que vous l'avez prononcé. Eh oui, il est venu Dans comme ma ça. tête, j'ai entendu ça. Ouais. Et du coup, je peux pas le reprendre. Ah, tout à fait, je comprends. Eh maintenant. ben voilà, et c'est en cela qu'on vient de s'y arrêter un petit moment. Mais il n'empêche que au moment de cette épreuve où je me retrouve vraiment à râler pâquerette, eh bien celui qui vient me voir à l'hôpital, c'est Jacques Higelin. Et qui vient me voir, qui derrière, lorsque je serai sorti de cette pince, et qui va être dans la région, il va me dire, viens chanter avec moi une ou deux chansons sur la scène, quoi. Oui, nous avons, c'est une amitié qui... Profonde. Oui, profonde, née il y a quasiment à ses débuts, quand il est sorti de ce qu'il faisait avec Areski, etc., qu'il est devenu Higelin, et c'est quasiment simultané au moment où je me trouvais avec Factory dans les châteaux d'Hérouville. Jacques habitait la ferme, on a sympathisé à ce moment-là, et puis nous sommes restés proches. C'est lui qui m'a fait rencontrer la dernière maison de disques avec Factory, et puis c'est lui qui, après, tandis que j'étais devenu Yves Matra, m'a reçu à l'Olympia, m'a reçu au Casino de Paris, etc. Voilà. Une très belle histoire d'amitié alors. Oui. Et Jacques, c'est un ami dans le sens où il demandait rien en retour. En retour. C'est rare ça. Hein. Ouais. Il demandait rien. Ouais, mais je peux le faire. Mais c'est pas que je peux le faire. Ça me fait plaisir. Ça me fait envie de le faire. Allez, bon, tu vois, c'était. Il n'avait pas peur. Est-ce que c'était, vous qui l'avez connu dans l'intimité, est-ce que c'était un peu ce même personnage qu'on voyait en public je ne sais pas si je vais employer le bon mot encore une fois, mais ce personnage un peu fou. Jacques, oui. Le fou joyeux, je ne sais pas comment on peut dire. Oui. Mais est toujours lucide quand bien même. Bien sûr. Et prenant soin, chose que je ne fais peut-être pas suffisamment là, tandis que je vous parle, mais toujours prenant soin toujours d'aller voir depuis le trottoir d'en face si ce qu'il va dire est suffisamment juste par rapport à la situation dans laquelle... Je crois qu'avec ses enfants également, il les poussait à grandir et à vivre pleinement, mais en même temps, c'est quelqu'un qui était heureux de leur laisser la plus grande liberté possible, quoi. Voilà. Très bien, on a rendu un peu hommage à Jacques Higelin qui nous a quittés il y a encore quelques semaines. C'est ça. La dernière fois lors des dernières soirées où j'ai chanté récemment, je commençais les soirées en citant des petits bouts de champagne. Mais déjà, le ciel blanchit, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cocher, lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me portez sans retard l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne. Vous êtes un vrai personnage. Champagne. Champagne. On voit cette culture théâtrale encore. Hein. De quoi ? Je dis, on voit encore cette culture théâtrale, parce que vous êtes dans le geste, vous êtes dans la citation. Ben oui, mais parce que... Finalement, est-ce que la vie, c'est pas une grande farce ? Si vous voulez, il y a au moins quelqu'un il y a deux personnes d'anciennes dont il ne faut pas passer pour moi, qu'il ne faut pas passer à côté. Il y en a une qui s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Là, il ne faut pas passer à côté. Ah ben là, ça serait vraiment dommage. Puis l'autre qui est d'une autre école, mais en fait c'est la même, c'est Jean de La Fontaine. Hein, et les animaux malades de la
peste. Eh bien, un titre comme celui d'un ouvrage qui s'appellerait « Les animaux malades de la peste », par rapport au propos qui a été le nôtre il y a quelques minutes, on renaît encore pile poil dans le mille. Pour finir, c'est quoi l'avenir d'Yves Matra ? C'est de chanter, bien sûr, j'ai compris ça, mais c'est quoi ? C'est des spectacles ? Quels sont les rendez-vous qui viennent dans les semaines qui viennent ? Est-ce que vous avez encore l'ambition, l'envie d'enregistrer des disques, de faire plein de choses ? Oui, j'aimerais continuer surtout à écrire. Ouais. Si, Quand vous parlez d'écrire, je vous coupe, excusez-moi, mais est-ce que c'est les textes ou la musique ou les deux en même temps ? C'est les deux en même Les deux en temps. même temps ? Oui, voilà. Et si toutefois je sentais qu'il n'est plus d'aplomb pour moi de le faire, je crois quand même que je continuerai encore et encore d'écrire. Et cette fois-ci d'écrire, peut-être de n'écrire que les mots. Que les mots. Voilà. Quand vous tournez là, vos spectacles, c'est dans toute la France ? Quand je tourne mon spectacle, c'est dans toute la France. Il y a des régions particulières où on aime mieux aller, où on est mieux reçu ? J'aime bien la Bretagne. Ouais. Voilà. Parce qu'ils ont des chaperons ? Ils ont des chapeaux, oui, bon. Et puis, ils ont aussi la mer pas loin, Ouais. qu'on voyait avec des chevaux, et ces chevaux de la mer qui allaient la tête la première dans le désert. Voilà, j'aime bien cette perspective, ce qui est celle de l'océan, avec sa fougue. Donc vous nous parlez de voyage, et moi ça tombe bien, parce que je vais vous donner les prochains rendez-vous, parce que j'ai dit que c'était la dernière de mes meilleures années. Ouais. La semaine prochaine, on a un rendez-vous qui est fort sympathique aussi, on a un rendez-vous avec la tournée H-Tendre. On les avait rencontrés à Saint-Etienne, on a fait une émission spéciale avec des gens fort sympathiques, on les écoutera donc la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on finira le mois de juin avec un spécial Italo Dance, mon Italie à moi Italo Dance. Et puis tout l'été, on sera en Italie sur Loire FM. Yves Matra, on va terminer cette émission avec votre chanson La Clairefontaine. Et puis moi, je vous souhaite bon vent, et puis à très bientôt. Ouais, tu vois, voyez, on parlait de l'océan, là il est question d'une fontaine, c'est toujours le même élément. Merci beaucoup d'être venu chez Loire FM en tout cas. En tout cas, merci à Loire FM de m'avoir si bien reçu. Et puis vous revenez quand vous voulez l'année prochaine. Merci à vous. Bonne, Merci à vous, Gilles Charles. bonne fin de journée à tous, et puis on se retrouve nous à nos rendez-vous le samedi Merci et à le vous, jeudi. Merci vraiment. beaucoup Yves Matra, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir parce que vraiment vous êtes un personnage. Eh bien, moi, un vrai plaisir que celui de vous retrouver et de retrouver le technicien dont on ne parle pas. C'est bien dommage. La 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 la. Toi qui as le cœur gai,